L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeu des transitions de l'habitat. Aujourd'hui, par rapport à ce sujet d'étude, quel est votre point de vue, soit par les travaux que vous menez, soit par le retour d'expérience donc de vos adhérents que vous rencontrez au quotidien et qui sont interpellés par la problématique de l'adaptabilité. Un élément dans le propos introductif sur la question du patrimoine, dans l'étude qu'on a réalisée, on a effectivement mesuré une constante qui est celle de l'intérêt d'engager un projet immobilier pour se constituer un patrimoine et préparer sa retraite. Puis très récemment, il y a une autre étude qui a été faite par le réseau Procivis, donc qui nous accompagne, puisque beaucoup de leurs entités sont adhérentes à notre organisation professionnelle, qui a mis en évidence un élément assez sympathique, je trouve, qui est que globalement, on a 4 logements dans sa vie d'adulte, en moyenne. C'est-à-dire que le parcours résidentiel, il est constitué de 4 logements. Ces 4 logements accompagnant généralement des parcours de vie. Et ces parcours de vie sont rythmés pour les cellules familiales, on va dire, par une appétence pour le produit maison individuelle. Ce produit étant, on va dire, un produit très attractif pour les familles. D'ailleurs, dans l'étude Kantar, auquel je fais référence, on avait mesuré que plus on avait d'enfants, plus on allait vers la maison individuelle, globalement pour les ménages. Et on se rend compte, nous, pour rejoindre le sujet de l'adaptabilité, par exemple, que dans un des métiers qu'on pousse aujourd'hui en termes de développement, qui est celui de la rénovation globale, on a pas mal d'opérations pour lesquelles, en fait, on a des clients qui ont fait construire à un moment leur maison avec une cellule familiale donnée et qui cherchent à adapter leur logement à un nouvel arrivant, un nouvel enfant, soit au travers d'extensions, soit au travers de surélévation. Donc on a à la fois la question de l'adaptabilité du logement en termes de conception pour la construction neuve, et donc ça oblige, et ça va obliger de plus en plus, je pense, nos professionnels à imaginer dans les principes constructifs qui sont utilisés la manière dont on va pouvoir intervenir beaucoup plus facilement ultérieurement, soit par une extension, soit par une surélévation. Typiquement, ça peut être la question des tailles de baies vitrées qui pourraient permettre ensuite, par rapport au droit à construire, de pouvoir élaborer ou concevoir une extension beaucoup plus facilement que s'il faut retraverser un pignon ou autre. Et puis la question aussi de la surélévation, qui elle va conduire, je pense, nos membres à mieux réfléchir sur la manière dont effectivement ils conçoivent la maison qu'ils vont construire à un instant T pour pouvoir demain réintervenir beaucoup plus facilement, y compris en site occupé, pour conduire des surélévations. On a un exemple très récent d'un dossier qui a été primé lors de notre challenge de l'habitat innovant là, qui vient de se conclure, qui s'est déroulé le week-end dernier à Lisbonne, sur justement des principes constructifs en ossature bois en matière de surélévation de maisons individuelles de plein pied. Permettant d'intervenir, je crois que c'est en 120 jours, hein, c'est ça, 120 jours. En 120 jours, sans que que le ménage habitant la maison soit obligé de se délocaliser pendant la durée du chantier. Site occupé. Ouais. La maison individuelle, en plus dans l'étude qu'on avait menée avec Kantar, était perçue par les ménages et par les gens qui avaient été enquêtés comme étant le produit finalement le plus adaptable à l'évolution de leur vie, pouvant permettre des espaces modulables ou transformables, typiquement pour
créer un bureau dans le cadre d'un télétravail qui soit... on a vu l'essor du télétravail depuis ces derniers mois, donc ce qui pose aussi la question effectivement de la manière dont on peut concevoir l'intérieur et les espaces intérieurs pour permettre des espaces d'intimité et de travail tout en sauvegardant les espaces relationnels qui, eux, sont essentiels dans la vie des familles et dans l'espace même d'un logement. C'est une vraie vertu de la maison individuelle. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mieux imaginer la manière dont on peut faciliter l'évolutivité des logements dans du collectif? On a des initiatives qui sont prises notamment au logement social, je pense que nos amis de l'USH vous en ont fait part, sur la mutualisation des espaces, la mutualisation de certaines pièces, du share time pour des logements avoisinants par rapport à des familles recomposées qui ont une garde alternée d'enfants et qui pourraient effectivement permettre de mutualiser une chambre entre plusieurs appartements. Et puis se développe, on le voit dans les opérations d'aménagement, dans des opérations de logement collectif, on voit se développer de plus en plus d'espaces dits mutualisés qui eux-mêmes finalement facilitent l'évolutivité ou l'adaptabilité du logement par rapport aux évolutions soit familiales d'un côté, soit aux évolutions de vie. On a l'exemple d'Ecoton, le prix spécial du jury a été décerné à un projet qui consiste à la fois densifier le tissu d'habitat individuel existant en venant à partir de 2 maisons créer 8 logements disposant d'espaces mutualisés très importants, que ce soit en termes de salles de jeu pour les enfants, en termes de cuisine partagée, de buanderie partagée, de lingerie partagée, pouvant également permettre de l'intergénérationnel. Voilà, à partir d'un tissu qu'on voit et qui maille beaucoup notre territoire, de permettre de venir densifier, donc c'est répondre aussi à cet impératif de densification douce et heureuse, par rapport, en tout cas perçue comme telle, tout en permettant finalement, à partir d'un bâti existant, de le faire évoluer pour apporter d'autres réponses plus en phase avec les projets de territoire, avec les attentes des collectivités, et puis à partir aussi des familles qui à un moment veulent s'installer dans tel ou tel territoire. Alors, dans les expressions des personnes rencontrées précédemment, il y avait 2 choses par rapport à ce que vous dites. C'est le souci quand même de l'acquéreur de pouvoir s'approprier son espace. C'est-à-dire que quand on livre un espace, généralement, alors souvent quand on rachète un bien existant, les gens ont besoin de se projeter avec leur idée d'aménagement. Si nous, les experts en amont, on réfléchit sur l'adaptabilité, comment ça peut converger? Et le deuxième point, par rapport à cet exemple, donc effectivement innovant à travers des matériaux plus facilement transformables, assemblables, dissemblables, comment vous, au niveau de la Fédération et du Pôle Habitat, vous aidez vos adhérents à aller vers cette évolution de nouveaux matériaux? Parce qu'aujourd'hui, la construction classique, elle reste quand même sur des matériaux qui sont durs. Quand on veut changer, des ouvertures sont compliquées et la gestion des fluides dans cet aménagement collectif est compliquée à se projeter. Donc, on a des témoignages, mais quels sont les travaux et les réflexions là-dessus? Nous, sur quoi on mise beaucoup sur l'expérimentation, c'est ce qu'on disait juste avant, grâce à notre challenge de l'habitat innovant. On ne reste pas dans la théorie en disant la préfabrication par exemple c'est la solution à tout, la modularité c'est très bien, le bois c'est le matériau de demain. On ne reste pas dans le dogme et dans l'incantation, mais grâce à nos adhérents, on a des gens qui le testent, qui quelque part essuient les plâtres et disent et font part à nos adhérents des avantages, des inconvénients. Donc grâce à ce challenge et au partage d'expériences qu'on arrive à avoir avec nos adhérents, eux peuvent faire leur choix de comment s'orienter. On parlait de la maison Ecoton, de l'espace de co-living, ça c'est quelque chose on voit maintenant de plus en plus se développer chez nos adhérents. L'industrialisation, le modulaire, c'est quelque chose sur lequel nos adhérents étaient plutôt tous réticents au début, parce que voilà, l'inconnu, comme d'habitude. Et puis aujourd'hui, lors de notre challenge de l'habitat innovant, il y a un projet 100% modulaire qui a eu la médaille d'or. Donc ça veut dire que non seulement les gens s'y intéressent, mais en plus ils croient et valorisent ce genre de projet. Donc en fait, on expérimente et le rôle de nous en tant que syndicat, c'est de mettre en relation tous ces gens-là pour que ceux qui expérimentent puissent donner leur retour d'expérience à ceux qui souhaiteraient s'y lancer.
Quels sont les leviers positifs et quel serait le frein dans l'environnement de l'acte de construire qu'on a aujourd'hui? Je reviens sur une trajectoire là, que nos adhérents et promoteurs et constructeurs sont en train de prendre, qui est celle de, à la fois de constructeurs rénovateurs d'un côté et de promoteurs rénovateurs. Dire par là, c'est que je pense que beaucoup de nos adhérents constructeurs ont compris que la rénovation, et quand on dit rénovation, c'est globalement la transformation, l'adaptation, la modernisation, la restructuration d'un logement, constitue un marché d'avenir. Et je pense que ça va les conduire à intégrer dans leur conception d'opérations neuves tout ce qui va faciliter les interventions ultérieures. On évolue dans l'approche d'un état où globalement on concevait un produit, alors que ce soit une maison ou un bâtiment de logement collectif, de manière entre guillemets figée pour un instant T, avec un T3, un T2, une maison d'un côté, à une nouvelle période dans laquelle finalement on va se dire, bon, cette maison, effectivement, elle répond à un cahier des charges, à un besoin d'un ménage à un instant T, mais il est assez probable que demain, ce même ménage ou un autre ménage qui viendrait racheter le bien veuille faire évoluer ce bâti parce que, soit ne répondant pas forcément à la typologie familiale, soit ne répondant pas forcément aux modes de vie qui sont ceux du futur ménage. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer en entrée? Comment je vais pouvoir concevoir en entrée pour finalement rendre beaucoup plus facile la rénovation future? On a rencontré une anthropologue, sociologue urbaine, qui s'appelle Sonia Lavadino, qui a fait une conférence très remarquée sur l'immobilier 5G. Autrement dit, la manière dont nous, professionnels, finalement, on intègre un fait un peu nouveau, qui est que globalement, l'espérance de vie étant aujourd'hui très importante, on se trouve, nous, professionnels, finalement, en présence de plusieurs générations qui ont des attentes, des besoins et des modes de vie assez différents. Et comment, finalement, on peut mieux appréhender les nouvelles générations qui ont des approches sociétales, des approches sur la question du logement différentes de ce que je suis et différentes de ce que mes parents sont. Comment est-ce qu'on peut effectivement mieux comprendre la manière dont fonctionnent ces différentes générations pour permettre la réalisation de bâtiments, de logements, de maisons aujourd'hui qui puissent toujours répondre finalement aux attentes demain. Je pense que c'est un vrai sujet de professionnel au sens où on a à la fois des politiques publiques qui vont de plus en plus aller vers la réhabilitation du stock de logements existants. Et donc, potentiellement pour nous, c'est la manière dont on s'assure que ce stock de logements puisse être transformé, puisse être adapté aux attentes des nouvelles populations qui vont devenir finalement notre population d'acheteurs. Ça va conduire forcément nos promoteurs, nos constructeurs et nos aménageurs plus en amont à intégrer la question de l'évolutivité de manière beaucoup plus importante que ça n'a pu l'être dans le passé. C'est un vrai intérêt pour eux en termes de marché, de toute façon. Parce que qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui bride parfois l'innovation et la créativité? Souvent, c'est le budget du client. Nous, nos constructeurs et nos promoteurs aussi, ils s'adaptent à un prix du marché suivant le territoire donné. Et c'est souvent ça qui dicte tout. Donc il y a deux solutions. Il y a soit le maître d'ouvrage, il travaille sur l'optimisation de ses coûts de construction par la modularité ou l'optimisation des coûts du foncier. Donc on a un travail, on va dire, direct. Soit on a une pensée un peu plus lointaine, où on se dit, bon ben voilà, monsieur, madame et monsieur, votre budget à l'instant T, c'est celui-là, donc je peux vous faire cette maison, mais comme le disait Christophe, je facilite mes modes constructifs pour que dans quelques années, si vous avez un enfant supplémentaire ou si la famille évolue, ou au contraire, si vous souhaitez construire une pièce supplémentaire pour la louer, je fais en sorte que techniquement, ce soit simple et ce soit facilement réalisable. Et aujourd'hui, c'est un vrai intérêt pour nos constructeurs de garder le client et de plus juste être le maître d'ouvrage ou le promoteur qui donne les clés et puis qui s'en va. Le constat qu'on fait quand même aujourd'hui, de par mon métier, quand j'essaie de faire rentrer les gens dans des projets architecturaux très en amont, c'est que le client, entre guillemets, la vision 3D, il n'a pas. Et ce que je retiens des entretiens aussi préalables, c'est que quand j'achète à l'instant T,
j'achète pas pour dans 20 ans. Donc du coup, comment peut-on accompagner cette évolution culturelle aussi? Parce que pour moi, il y a deux choses. Dans l'exemple que vous citez sur cette compétence de l'anthropologue, sociologue, qui est une nouvelle compétence qu'on voit dans l'acte de bâtir, parce que surtout dans l'habitat individuel, hein, c'est quand même assez nouveau. Et puis le deuxième, c'est l'attitude du client qui n'est pas forcément ouvert et à cette projection technique, et puis à cette conjugaison entre l'achat et une projection future. On a potentiellement quand même aujourd'hui des technologies qui permettent de mieux rendre compte des volumes pour des clients qui n'ont pas cette faculté que peuvent avoir les concepteurs, les architectes et d'autres, effectivement, de matérialiser l'espace. On a aujourd'hui pléthore d'acteurs qui proposent des visites virtuelles, des configurateurs d'espace, y compris de permettre à un client de venir meubler en 3D son intérieur et ce genre de choses. Et puis il y a ce qui est en train de pénétrer le marché, c'est celui de l'immersion. Aujourd'hui, on peut disposer de technologies immersives qui là vont encore rendre la visualisation et l'expérience client de plus en plus réelle, entre guillemets. C'est-à-dire comment est-ce que ces outils aujourd'hui de virtualisation immersifs qui deviennent accessibles concrètement aux opérateurs qu'on représente. Je pense que ce sont des outils qui vont permettre effectivement de pouvoir mieux projeter finalement les clients dans à la fois leur logement de demain et puis potentiellement leur montrer comment ce logement pourra après-demain évoluer pour s'adapter finalement. Ce qui veut dire que, la composante de vos adhérents dans leurs connaissances techniques, c'est plus seulement sur l'acte de bâtir, c'est d'autres compétences, et donc ça va jouer sur la formation. Enfin, c'est dans le partenariat avec l'INSA, c'est aussi ça qu'on réfléchit. Ah, ouais. Et vous faisiez référence au rapport Girometti-Leclerc, où on dit, globalement, voilà, les surfaces sont trop petites, et ce genre de choses. La surface n'est pas le gage finalement d'une fonctionnalité du plan qui soit efficace. Ce qui pose d'ailleurs une question sur la manière dont effectivement on réussit à concevoir des logements qui soient optimisés en termes de surface, donc en termes de coût. Il y a une relation quand même relativement directe entre la surface et le coût, en prenant mieux en compte les modes de vie, pour que finalement les mètres carrés produits soient des mètres carrés qui répondent beaucoup mieux à l'usage que souhaitent en faire les habitants. C'est pour ça qu'il y a un discours commercial qui est chez nos adhérents qui est pas à changer, mais qui est à faire évoluer. Je pense que effectivement aujourd'hui ou un petit peu avant, on vendait une maison en disant voilà, je vais vous offrir un produit qui effectivement va rentrer dans votre patrimoine et va vous faire évoluer socialement. Je pense que cet argument il peut toujours tenir parce qu'il parle encore à une nouvelle génération. Enfin, je ne me considère pas si vieux que ça et c'est un argument qui me parle encore, mais il y a aussi un discours commercial, comme je disais, qui a à faire évoluer parce qu'il y a d'autres arguments aujourd'hui qui doivent rentrer en ligne de compte. Avant, on vendait plutôt un produit, une maison, un appartement, parce qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir évoluer vers du service. On va vendre un service, on va vendre une solution. C'est-à-dire que, bon, ça tombe bien, le logement, c'est un besoin, donc vendre une solution, c'est plutôt adapté. Mais aujourd'hui, on va vous dire, très bien, je vais vous vendre quelque chose qui va faire gonfler votre patrimoine, mais aussi je vais vous vendre quelque chose qui va, à un moment donné, lorsque vous avez besoin de télétravailler, vous offrir ce service-là. À un moment donné, quand vous aurez besoin d'une pièce avec un air sain par rapport à la pollution qu'il y aura en ville, je vais vous offrir ce service-là. Je vais vous offrir un service qui vous permettra de recharger votre véhicule. On va plus vers ce discours-là, et c'est ça qu'il faut faire évoluer. Et je pense que là, ça pourra plus parler, et les gens pourront plus se projeter une fois qu'on aura bien intégré ce discours-là, qui est déjà, c'est déjà en marche chez nos adhérents, mais on sent que la nouvelle génération de clients, peut-être qu'elle se projette pas très loin, mais en tout cas, elle voit à un moment donné de quoi elle va avoir besoin, et nous, il faut qu'on réponde à ce besoin par un service. J'ai entendu deux choses dans les entretiens avec les différentes personnes, donc des sociologues en l'occurrence, qui parlaient que le regard
je dirais, de l'acheteur, il était bienveillant à condition qu'il ait de la vue. Il pouvait être dans un endroit, on va dire, mal foutu, voilà, mais s'il a de la vue, il me prenait l'exemple d'une étude sociologique qu'ils ont conduite dans les quartiers nord à Marseille. Les mecs, ils avaient la vue sur le port, quoi. Pas excitant, mais ça les satisfaisait. Donc il y a cet élément-là, et puis il y a le deuxième, c'est avoir cet espace qui permet de se rencontrer et d'accueillir. Du coup, comment, on va dire, dans l'idée du projet, par exemple, qui a été primé là, sur l'habitat collectif, ces choses-là ont été prises en compte, la vue et la rencontre. La question du besoin, finalement, elle renvoie à la question de l'usage qu'on veut faire du logement. La question du télétravail qui a pénétré notre réalité de manière foudroyante en quelques mois, l'accueil, la convivialité, finalement ce sont des usages, et on peut imaginer des pièces qui soient transformables très rapidement pour répondre à différents usages. Après se pose l'autre question que vous posez, c'est celle de la vue et donc de l'environnement dans lequel se situe finalement le logement. Ça a été, de mon point de vue, un des éléments qui a été très bien travaillé dans le rapport Girometti-Leclerc, de rendre compte de ce besoin que le logement fasse le lien avec l'extérieur. Enfin, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un logement dans lequel on se sent confortable, dans lequel on se sent bien, mais on a aussi besoin que ce logement, finalement, permette d'avoir des connexions avec l'environnement extérieur. Sur l'exemple qui a été primé à Lisbonne, on est sur une opération qui est en lisière, je crois que c'est du maraîchage qu'il y a autour, où la structure qui a été rapportée pour justement créer les espaces de ces 8 logements, y compris les espaces partagés, mutualisés, auxquels je faisais référence, on est sur une structure bois, très aérée, en verre, qui finalement crée la proximité entre les espaces qui ont été retravaillés, reconstruits par rapport à l'existant, une forme de sas avec les espaces partagés vers le monde extérieur. Quand nos adhérents aménageurs aujourd'hui conçoivent une opération, la manière dont cette opération crée la connexion avec l'environnement immédiat, les quartiers avoisinants, les services, les commerces, mais aussi tous les espaces naturels qui sont autour et qui donnent finalement une sensation de bien-être. Ces éléments-là forment la réponse à votre question, de mon point de vue. Après, il y a des configurations urbaines qui parfois conduisent effectivement à cumuler, on va dire, les handicaps, soit en termes de surface, en termes de vis-à-vis et autres. Mais dans la grande majorité des opérations, les professionnels s'attachent effectivement à valoriser à la fois l'espace intérieur du logement, le bâtiment dans lequel il s'inscrit, mais tous les avantages de ce bâtiment dans l'environnement immédiat et dans le voisinage immédiat. J'observe qu'il y a eu une mesure dans la loi CAP qui a... je prends cet exemple-là, et je répondrai après sur la connexion avec les élus, mais la loi CAP, on a imposé le recours à un architecte, et puis ensuite avec la loi Elan, un concepteur paysagiste, pour les opérations d'aménagement supérieures à 2500 m², qui à l'époque avait créé suscité un peu d'émoi chez les aménageurs fonciers. Puis en fait, le bilan aujourd'hui, c'est qu'ils en sont pour l'essentiel très heureux, parce que ça les a obligés, mais aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs, y compris pour des opérations qui ne sont pas sur le seuil. En fait, ça leur a amené un regard complémentaire à leur regard professionnel, et donc ça leur a permis, et ça leur permet aujourd'hui finalement d'avoir une réponse plus globale qui prend en compte de multiples enjeux qui n'étaient pas forcément les enjeux immédiats d'un aménageur foncier, et in fine ça leur permet d'avoir une réponse beaucoup plus pertinente justement aux projets qui sont poursuivis par les élus et les collectivités. C'est-à-dire que cette pluridisciplinarité, elle tire tout le monde vers le haut. Et surtout, elle permet à chacun des professionnels qui composent aujourd'hui l'acte d'aménager ou l'acte de construire, finalement, de tenir compte de contraintes
qui ne sont pas les contraintes immédiates des professionnels en question, mais qui permettent par une addition de ces mêmes compétences finalement de mieux répondre aux différents objectifs qui sont poursuivis. C'est vrai sur le maintien ou le renforcement de la biodiversité, c'est vrai sur les questions d'usage, c'est vrai sur les questions de paysage, c'est vrai sur les questions de bas carbone, enfin, toutes ces dimensions aujourd'hui qui sont pour certaines un peu nouvelles dans l'acte de bâtir, on y répondra collectivement et notamment les porteurs de projets qu'on représente d'une meilleure manière si on s'applique finalement à s'entourer de toutes les compétences aujourd'hui, elles sont multiples, pour concevoir et derrière réaliser une opération immobilière qui réponde à tous les enjeux sociétaux, environnementaux, économiques auxquels on est confronté. Sur la partie des élus, je pense que c'est aussi la manière dont on fait rencontrer finalement deux mondes le plus en amont possible. Nous, on a cette conviction que, au fond, dans l'élaboration des PLH, l'élaboration des PLU, les collectivités et leurs services gagneraient souvent à intégrer dans leur réflexion amont les professionnels de l'acte de bâtir dans toute leur diversité pour identifier les zones, mieux identifier les zones sur lesquelles effectivement il y a un intérêt à développer de nouveaux logements ou de nouveaux services ou des formes d'habitat, y compris à mixer ces formes d'habitat, parce qu'aujourd'hui on a quand même des textes d'urbanisme qui guident très fortement la forme urbaine, du collectif ici, de l'individuel là. On se rend compte que on pourrait avoir une meilleure mixité de formes urbaines au bénéfice d'un environnement et d'un cadre de vie plus supportable pour les habitants. Quand on regarde aujourd'hui dans certains territoires le rejet qu'il peut y avoir à la densité, on voit, c'est le cas à Rennes, c'est le cas à Strasbourg ou dans d'autres villes où finalement les habitants en place se manifestent contre une nouvelle opération immobilière ou autre parce que ils ont le sentiment que ça vient densifier de manière disproportionnée leur habitat et leur cadre de vie. On peut imaginer avoir des réflexions amont qui vont mêler de l'habitat individuel dense, qui est aussi dense que du collectif si on raisonne en termes de population. Là aussi, il y a sûrement des évolutions en termes d'outils de mesure qui sont à opérer. On parle aujourd'hui en densité de logement et on ne parle pas du tout en densité de population. Or, ces sujets-là sont quand même pas anodins. Et si on raisonne en termes de densité de population, on peut imaginer avoir des quartiers qui sont beaucoup moins monoformes, avec du collectif, des espaces verts, de l'habitat individuel dense, qui lui-même offre naturellement des espaces verts du fait des jardins qui vont être avoisinants. Ça crée des espaces de respiration, ça crée un cadre de vie, vous parliez tout à l'heure de la vue extérieure, où ça crée une autre forme finalement de réponse. Ça contribue en milieu urbain à créer ou à disposer d'îlots de fraîcheur, ce qui est quand même pas non plus totalement négligeable aujourd'hui. Et ça milite pour que les élus, par rapport à leur projet de territoire, par rapport à leur projet politique sur l'urbanisme, en dialoguant très en amont avec les professionnels que nous représentons, mais aussi avec les autres professions, permettrait justement de bâtir des documents d'urbanisme qui soient à même derrière de mieux répondre finalement à cette question de densité heureuse, à cette question de satisfaction des besoins en logement, à cette question de quelle bonne forme urbaine pour quelle population on a envie ou on a l'obligation d'accueillir sur le territoire, que ce soit du locatif social, que ce soit de l'accession sociale à la propriété, que ce soit du locatif privé, du locatif intermédiaire. Enfin, on a toutes les formes finalement de réponse, qu'elles soient en termes de typologie de logement, mais aussi en termes de vocation de logement sur tout le continuum de l'offre. Cette démarche participative, aujourd'hui, elle est quand même compliquée, parce que parfois elle est totalement abusive. On consulte les gens sur quelque chose qui est déjà formaté par le DST ou son service. Donc pour moi, ce n'est pas de la consultation. Effectivement, cette association des experts au quotidien
moi je ne peux qu'y adhérer, parce que c'est ce que je fais en entreprise, où je mets la production, le marketing, le commercial, la RH, enfin tout le monde autour de la table pour dire, ben voilà, pour produire mieux demain, c'est comme ça qu'on fait, de toute manière, et on gagnera tous mieux notre vie. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. C'est que quand moi je vois, je dirais souvent les réponses en silo, qui sont des prises de position de pouvoir des uns et des autres, quel est votre regard sur cette démarche participative et cette co-conception finalement? Il faut peut-être mieux écouter les besoins et les contraintes de chacun. Aujourd'hui, si on prend un projet, chaque fois qu'on est dans les discussions, même syndicales ou sur les chantiers, c'est un peu pareil finalement. On a l'entreprise qui se plaint parce que la maîtrise d'œuvre n'envoie pas assez vite les plans. Cette maîtrise d'œuvre elle-même se plaint du maître d'ouvrage parce qu'il ne communique pas assez d'informations vis-à-vis de son programme, qui lui-même se plaint parce que son programme en fait n'est pas totalement calé, parce qu'il attend le retour des services d'urbanisme pour pouvoir donner l'info à tout le monde. Donc aujourd'hui en fait chacun arrive en silo effectivement avec voilà mes besoins, voilà mes contraintes. Ah bon bah vous n'y répondez pas, ça ne marche pas. Alors que si on avait une réflexion un petit peu inverse en disant quels sont tes besoins à toi et tes contraintes à toi, et je vais voir comment moi avec ma manière de faire ou en la faisant évoluer un petit peu, je peux améliorer et regarder un petit peu collectivement comment on peut tous avancer ensemble. On a un exemple sur lequel on a travaillé sur le BIM, où aujourd'hui le BIM c'est un peu cet exemple là d'un élément qui ne peut marcher que si on y arrive tous, que si on travaille tous ensemble, que si y a de la communication permanente entre tout le monde à différentes phases du projet. On s'est rendu compte qu'on a inversé sur le projet, on a inversé la demande. Avant, il y avait un promoteur qui lançait un dossier de consultation d'entreprise avec son équipe de maîtrise d'œuvre. Les entreprises y répondaient. Le DCE, il était fait entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et ensuite les entreprises n'y trouvaient pas forcément toujours leur compte au niveau de l'écriture et au niveau de l'information donnée. On a inversé la manière de faire, on a dit aux entreprises, si vous vouliez un DCE parfait, quels sont vos besoins sur ce DCE, exprimez-nous-les. Et du coup, on s'est rendu compte que grâce au BIM, on a réussi à faire un DCE qui était adapté à ceux qui vont y répondre. Donc finalement, si on inverse un petit peu la manière de réfléchir et de dialoguer, en partant plutôt du bas, en disant quels sont les besoins du chantier, et ensuite quels sont les besoins de la conception, et ensuite le politique lui arrivera à quels sont vraiment les besoins du terrain et comment je peux moi adapter ma volonté politique pour le coup, pour que ça marche le mieux possible. Mais là c'est effectivement l'esprit collectif qu'il faut avoir, et c'est comme ça qu'il faut avancer. Les approches collaboratives, Julien parle du BIM, c'est clairement le succès du BIM, il repose sur une étroite collaboration de l'ensemble des compétences qui aujourd'hui entourent un projet, de A à Z. Et on est clairement dans une modification profonde de la chaîne d'acteurs, parce qu'on n'est plus en séquentiel, et on est en collaboratif, du premier coup de crayon, je vais dire comme ça, y compris de la programmation, jusqu'à la maintenance de l'ouvrage. Bon. Ça modifie quand même pas mal de choses. Ça modifie juridiquement quelques textes quand même. Si on prend la loi MOP par exemple, pour avoir un peu travaillé sur le sujet il y a quelques années, la loi MOP elle a une vision très séquentielle de construire, qui est à 180 degrés de ce que sous-tend le BIM par exemple. On a eu un exemple récent quand même d'une très bonne collaboration d'une partie de la chaîne d'acteurs. Vous parliez de la Euro 2020. Ce que la presse a nommé à un moment le G8 n'était que l'expression d'acteurs qui à un moment avait pour objectif de transformer l'essai de la Euro 2020. Et on a énormément discuté entre nous par rapport à des intérêts parfois divergents sur un certain nombre d'orientations de la Euro 2020, pour trouver le consensus, pour permettre de converger vers une position positive, proactive, soutenable de l'ambition politique autour de la réglementation environnementale 2020. Et je pense que ces démarches-là, elles sont à promouvoir. Et c'est ce que globalement nos organisations professionnelles doivent construire, chacun avec leurs spécificités, chacun avec leurs intérêts, mais d'essayer en tout cas
de se donner les moyens sur des sujets structurants pour la filière, de trouver finalement le plus large consensus utile pour la rénovation ou la construction de logements. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas à un moment sortir du cadre, se dire, bon, de quoi a-t-on besoin au final pour atteindre l'objectif, pour servir le client, garantir l'atteinte des résultats. Essayons de faire quelque chose qui soit intelligent et qui ait du sens et qui ait une utilité au fond.